Bonjour Florian. Et bonjour Victor. Et bonjour à tous nos auditeurs. Cette semaine encore, on revient sur deux sujets différents sur l'ornithologie. C'est nos deux découvertes des 7 derniers jours. Alors comment vas-tu Florian ? Eh ben écoute, ça va bien, très pris en ce moment. Là, je sors d'une conférence sur le martin pêcheur, qui s'est très bien passée d'ailleurs. Et puis on remet le couvert à parler d'oiseaux en cette soirée, puisqu'on enregistre le soir. Et aujourd'hui, je vais justement prolonger la soirée puisque je vais parler d'éclipses. Et toi donc ? Formidable. Eh ben écoute, moi ça va très très bien aussi, en pleine prospection pour le mémoire, sur le terrain tout le temps, à écouter les chants d'oiseaux. Donc évidemment c'est toujours au top pour des passionnés. Ah bah, c'est sûr. Et encore une fois, retourner à parler d'oiseaux en ta compagnie, toujours un plaisir. Grand plaisir partagé. Tu commences, je commence. Je t'en prie. Eh bien, je vais commencer du coup par mon sujet. Alors un petit sujet aujourd'hui. On a l'habitude de faire des sujets assez, on va dire, assez importants, assez grandiloquents dans le courrier de la Sterne. Là, on va se poser sur un petit sujet assez simple. On va parler d'éclipse solaire. Éclipse solaire, puisqu'il faut savoir que hier, avait lieu le 23e anniversaire de la dernière éclipse solaire totale qui a eu lieu. C'est la toute dernière du XXe siècle. Et l'an 2000 n'en a connu aucune pour l'instant d'éclipse solaire totale. Elle a connu des éclipses partielles, justement on va y revenir d'ici quelques instants. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas parler d'oiseaux qui ont eu la possibilité d'être étudiés dans un contexte on va dire un petit peu différent de d'habitude lors des éclipses solaires. Il y a pas mal d'études qui sont disponibles sur ces comportements. Et une des études que j'ai trouvées date de 2020. C'est une étude réalisée par l'équipe du département de biologie de Berhan. C'est situé en Éthiopie, donc ce sont des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des études dans des journaux scientifiques et autres, mais qui ont quand même des choses très intéressantes à dire. Et il s'est avéré qu'ils ont étudié l'éclipse solaire qui avait eu lieu donc en août, je sais plus si c'est en août, c'est en juin 2021, une éclipse solaire partielle, qu'on dit éclipse solaire également annulaire. Donc annulaire pourquoi ? C'est-à-dire que en gros la Lune est un tout petit peu plus grande que le Soleil et ça décrit un espèce d'anneau autour du Soleil, d'où le nom éclipse annulaire. Et leur objectif c'était de déterminer quel était le comportement des oiseaux qui étaient adoptés lorsque ces éclipses avaient lieu. Il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été relatées dans la littérature, comme quoi les oiseaux tombaient carrément du ciel, genre ils volaient, il y avait la nuit qui passait et les oiseaux juste tombaient. Mais c'est très particulier. Donc évidemment il fallait étudier un petit peu tout ça. Et donc ils ont profité de l'apparition de cette éclipse solaire qui était prévue depuis déjà quelques temps pour pouvoir réaliser leur petite étude. De cela de l'avantage qu'ils avaient également d'être en période Covid, donc un petit peu moins de déplacements et un petit peu moins de gêne qu'à l'accoutumée pour étudier le comportement des animaux. Et ils ont attendu patiemment que l'éclipse commence. Donc l'éclipse a commencé à 6h50 du matin pour se terminer aux environs de 9h17, sachant que le maximum de l'éclipse a été enregistré aux environs de 8h, 7h57 et 57 secondes pour être précis. Et donc dans ce laps de temps, et un petit peu avant, et un petit peu après, ils ont étudié le comportement d'une dizaine d'espèces d'oiseaux. Les espèces d'oiseaux furent le pluvier à triple collier, le gladiateur, je savais pas que ce nom d'oiseau existait, c'est très joli, le gladiateur bakbari, l'oued d'Égypte qu'on connaît plutôt bien en France, la palisse à gorge jaune, palisse à gorge jaune, tisserin à tête rousse, le corbeau pie, le pigeon roussard, le râle de rouget, l'ibis caronculé et l'ouette à ailes bleues. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié le comportement de chacune de ces espèces et de chacun de ces individus. Je crois que c'est à peu près 280 individus qui ont été repérés avant l'éclipse et ils ont étudié ensuite le comportement pendant l'éclipse.
Et ils ont déterminé, eh bien, que lorsque l'éclipse avait lieu, le nombre de chants des oiseaux diminuait et diminuait drastiquement, parce que à 6h50, début du temps de l'éclipse, jusqu'à 7h20, on est à 179 appels, donc on parle pas de chants, mais pour le coup plus d'appels qui sont réalisés. Et lorsque l'on va à 7h50, c'est-à-dire au maximum de l'éclipse, on est à 16 cris qui sont prononcés. Pour le nombre de chants, on passe à 6h20 de 23 chants, à 6h50 16 chants, et on est à, je crois, 2 ou 3 chants aux environs de 7h50 et aux environs de 8h20, là où l'éclipse est la plus prononcée. Et ça s'arrête pas là, puisque le nombre d'oiseaux qui volent diminue drastiquement lui aussi, le nombre d'oiseaux qui recherchent de la nourriture diminue drastiquement lui aussi, le nombre d'oiseaux qui se reproduit, c'est peut-être artefactuel pour le coup, est quasiment identique à celui qui a lieu lors d'une période sans éclipse. Donc on peut, et c'est d'ailleurs expliqué dans l'étude, on peut considérer qu'il s'agit possiblement d'un artefact. Il précise néanmoins que lorsque l'éclipse a fini d'avoir lieu, eh bien c'est le moment où les parades nuptiales sont les plus importantes. Après, sur un échantillon de 285 individus, c'est pas spécialement très représentatif, et eux-mêmes le disent dans l'expérience, qu'il y a des choses qui ont été étudiées qui sont pas spécialement représentatives vis-à-vis de ça. Par contre, le fait que les oiseaux retournent dormir dans leur lieu où justement ils passent leur nuit, lui passe de 0 à 6h20 et atteint un pic vers 8h50. Donc le pic est même pas atteint lors de l'éclipse maximale. Il est atteint beaucoup plus tard, et on est à 20 oiseaux qui vont justement se retrouver simultanément, puisque toutes les données se font en simultané, en dormance. Dernier point du graphique que j'ai devant les yeux et que vous aurez également de votre côté, il faut savoir que le fait que les oiseaux prennent soin de leur plumage, donc se nettoient finalement, augmente énormément après la période d'éclipse. Autant au début de l'éclipse il se passe rien, avant l'éclipse il se passe rien, par contre à la fin de l'éclipse, on remarque que ce comportement entre guillemets explose d'une certaine manière, et donc voilà, c'est aussi un enseignement qui a été tiré de cette étude, comme on l'a dit, qui pour les chercheurs est assez incomplète pour plein de raisons. On a parlé du fait qu'il y avait possiblement des artefacts qui pouvaient se situer, le fait qu'on ait assez peu d'espèces représentées, et le fait qu'on ait assez peu d'individus qui sont représentés. Même si pour le coup, on peut penser que 285 individus c'est plutôt important, mais c'est pas spécialement le cas. On est en période de fin de nidification, au mois de juin. Alors il y a encore quelques oiseaux qui nichent, on a notamment des pontes de secours qui sont réalisées, mais on n'est pas en pleine période justement de la nidification, donc on ne sait pas ce qui peut se passer lors du comportement de nidification des oiseaux. C'est pas de la faute des chercheurs pour le coup, c'est de la faute de l'éclipse. L'éclipse elle avait qu'à intervenir 2 mois plus tôt. Et puis autre petite chose qui a été soulevée, c'est de savoir si le comportement de ces oiseaux pouvait être un comportement qui serait d'une certaine manière différent si on se situait par exemple dans une ville ou dans un lieu beaucoup plus fréquenté, beaucoup plus habité, puisque les mœurs des oiseaux changent beaucoup en fonction de s'ils sont à la campagne ou à la ville. Un exemple simple, c'est que le cycle de nidification classique des oiseaux n'est quasiment plus existant lorsqu'il est en ville. On a des oiseaux qui nichent en hiver, ce qui est ne vous surprenez pas de voir des pigeons naître un 26 décembre ou des merles en train de pratiquer une béquée au mois de janvier. C'est totalement quelque chose qui se fait dans les villes à cause des microclimats, et il se pose la question de savoir si dans les villes, eh bien, il y a la possibilité justement de voir des choses qui sont un petit peu changées. Donc finalement, une étude qui corrobore une grande partie des recherches et des études qui ont été faites, avec pourtant des chiffres pas si significatifs que ça si on prend l'abondance en oiseaux qui est présente de 135 avant l'éclipse, qui est à 110 après l'éclipse,
et qui pourtant durant l'éclipse est à 73. Donc on a toujours quand même une abondance, on va dire réduite de 50%, un peu moins de 50%, mais quand même qui est pas si significatif que ça, qui montre que on a quand même des oiseaux qui se confrontent entre guillemets à ces éclipses là. Donc il reste encore pas mal de choses à découvrir, mais voilà, je voulais parler un petit peu de ce sujet parce que c'est un sujet qui est souvent évoqué et qui est assez intéressant, et parfois évoqué un petit peu n'importe comment, comme cette histoire d'oiseaux qui tombent d'un coup du ciel, comme si les oiseaux perdaient entre guillemets je sais pas, la volonté de voler, s'endormaient directement et tombaient comme des pierres. Voilà, des observations qui nous sont relatées du début du XVIe siècle. Hein. Donc, on est loin d'être. Ah oui, quand même, ça date. D'être dans une science exacte. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vraiment très très dur à étudier en plus. C'est super. Ce genre de choses, parce que les éclipses, c'est pas comme si c'était un phénomène qui était commun. Clairement pas. D'autant plus s'il faut être sur le terrain et avec une seule chance de prendre les données, parce que s'il y a un souci au niveau d'encodage de données, ben c'est foutu. Faut juste croiser les doigts pour qu'il y ait une éclipse qui revienne dans pas trop longtemps. Donc c'est vraiment des phénomènes qui sont ultra durs à étudier. Et c'est vrai que ça semble plutôt logique, parce qu'une éclipse, ça amène enfin, au niveau des résultats dont tu parlais, après une éclipse, enfin pendant une éclipse plutôt, il y a une très grosse réduction de la luminosité. Donc peut-être que la plupart des oiseaux ont une espèce de boost d'hormones du sommeil qui vient, ce qui expliquerait pourquoi ils vont se percher. Mais c'est vrai que par contre le lissage des plumes juste après l'éclipse, c'est assez étonnant. Est-ce que les oiseaux ont l'habitude de se lisser les plumes après une nuit, en se réveillant peut-être ? Faudrait creuser un petit peu ça. Il y a peut-être des choses qui sont dans la littérature à propos de ça. Juste point important, un peu contextualiser l'étude. Ils sont 3 à faire cette étude. Et ils arrivent sur le terrain 1h30 avant, en faisant un relevé toutes les 30 minutes des oiseaux qui sont présents et de leur comportement. Et une fois qu'il est passé l'1h30, l'éclipse démarre, et ensuite ils reprennent, je crois, 1h30 après l'éclipse, pour entre guillemets complémenter leur étude, quoi. Donc mais oui, c'est sur ces périodes de laps de temps très courtes. Et puis il y a plein d'inconnus. J'ai parlé d'une éclipse partielle. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans une éclipse totale ? Est-ce qu'on aurait des oiseaux qui réagiraient différemment ? Est-ce qu'on aurait des oiseaux qui réagiraient de la même manière ? Voilà, c'est par exemple une des questions qu'on peut soulever vis-à-vis de ce genre de comportement, quoi. Et au niveau de la quantité d'études, t'as dit que t'en avais fait plusieurs. Mais Ouais, c'est une littérature qui est assez complète ou complète, je sais pas, assez inaccessible en tout cas. Ah oui. L'étude que j'ai prise, qui est, je crois, la plus récente, hein, si je dis pas de bêtises, est une étude qui était complètement gratuite. Vous pouvez la consulter, hein, comme d'habitude. On vous mettra les liens dans la description. Mais il y a quand même quelques autres études qui étaient évidemment payantes, ou en tout cas il fallait demander l'accès aux chercheurs. Et comme on a une semaine pour préparer le courrier de la Stern, eh bien, on n'a pas toujours la possibilité de recevoir les études à temps. Donc voilà, ça pourra faire l'objet prochainement d'un épisode, mais voilà, il faut généralement s'y prendre en avance pour contacter les chercheurs pour leur demander les études. Et bah voilà, là on est en plus en vacances pour l'hémisphère nord, donc du coup ça prend beaucoup plus de temps que prévu pour pouvoir obtenir ces études-là, qui sont généralement réalisées soit aux États-Unis, soit en Europe, pour la grande majorité d'entre elles en tout cas. Ouais, encore une fois, un sujet sur l'ornithologie qui a besoin encore d'être approfondi, une fois n'est pas coutume. Donnez-nous de l'argent. Financez-nous, qu'on puisse nous aussi aller voir du pluvier à Tripocollier sous une éclipse. Bah écoute, je vais passer à mon sujet. Et on reste en Afrique ? Et on reste en Afrique, exactement. D'ailleurs, oui, il y a quelques oiseaux dont tu as parlé que j'ai pu voir lors d'un voyage en Tanzanie. C'est pour ça Chanceux. Ça m'a rappelé.
certaines espèces, comme notamment le pluvia triple collier. Aussi, pas exactement l'oiseau dont je vais parler, mais j'ai pu voir des autruches lors de mon voyage en Tanzanie. Et c'est donc de cet oiseau-là dont je voulais vous parler. Et est-ce que vous saviez, en tout cas moi j'étais absolument pas au courant, qu'il y avait en réalité deux espèces totalement distinctes d'autruches. Et ben en fait c'est le cas et c'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine et dont j'étais pas du tout au courant. Tout le monde évidemment connaît bien l'autruche classique entre guillemets qui est l'autruche d'Afrique, plus grand oiseau au monde, le plus lourd aussi avec 130 kilos en moyenne, totalement incapable de voler, avec d'ailleurs des plumes du vol qui sont complètement transformées. On va avoir chez cette espèce-là des rectrices et des rémiges qui sont converties en espèces de duvets, de longues structures duveteuses, pas du tout rigides, et qui ont pour but d'isoler en fait l'oiseau. Et les ailes évidemment sont atrophiées comme tout ratite. Mais elles sont pas totalement inutiles puisqu'elles sont utilisées lors de la course pour aider à garder un cap entre guillemets, à tourner lorsqu'elle est en pleine course. Une course qui peut d'ailleurs atteindre 70 km/h, donc ce qui en fait un oiseau extrêmement rapide. Donc ça, c'est l'autruche classique donc que tout le monde connaît. Mais il y a une deuxième espèce d'autruche, comme je l'ai dit plus tôt, qui est l'autruche de Somalie, et qui est nettement moins connue que l'autruche d'Afrique, et dont j'ignorais totalement l'existence. C'est dû aussi au fait que c'est une espèce qui a été reconnue assez récemment au final, puisqu'elle a été reconnue qu'en 2014 sur base d'analyses moléculaires. Alors on la connaissait pas depuis 2014, en réalité on a des traces bibliographiques qui remontent jusqu'à 1883. Ouais, c'est une population qui est connue depuis assez longtemps, où il y a un certain Anton Reichenau. Je sais pas si je prononce très bien son nom, en tout cas c'est un monsieur allemand qui a écrit dans un journal. Ouais, tout à fait. C'est pas du tout un... Il y a Reich dedans, mais c'est la seule consonance à peu près allemande qu'il y a dans son nom. Mais ce monsieur est bien allemand, effectivement, c'était un herpétologue et ornithologue allemand qui a publié dans un journal que je vais pas essayer qui a un nom que je vais pas essayer de prononcer, mais qui en français s'appelle le Journal généraliste d'Allemagne du Nord. Donc un journal qui est pas du tout centré sur l'ornithologie, et dans lequel il a un peu parlé de l'autruche de Somalie, donc en 1883, je rappelle la date, où il a décrit plus ou moins l'espèce, son aire de répartition, et à quoi elle ressemble. Mais donc son statut a été officialisé qu'en 2014 finalement sur base d'analyses moléculaires. Et les chercheurs, en analysant donc le génome d'autruches de Somalie, ont trouvé que c'était la population d'autruches qui était la plus éloignée de toutes les autres populations. Les autres populations étant les différentes sous-espèces de l'autruche africaine. Donc il y a l'autruche nord-africaine, l'autruche Maasai, il y avait l'autruche syriaque, me semble-t-il, qui a disparu désormais. Et une autre sous-espèce dont j'ai complètement oublié le nom. Et donc, ouais, c'est la population d'autruche qui est la plus divergente par rapport à toutes les autres. Elle se serait séparée des autres individus il y a entre 3,6 et 4,1 millions d'années. Et cela avec tous les mouvements tectoniques qu'il y avait en Afrique, les mouvements de montagne, les déplacements de croûtes terrestres qui ont fait que finalement c'est une population qui s'est retrouvée isolée et qui s'est différenciée de l'autruche d'Afrique. Alors on peut se demander qu'est-ce qui va différencier cette autruche de l'autruche d'Afrique. Il y a quelques petits indices qui permettent de la reconnaître, comme par exemple la couleur de la queue. En fait, chez l'autruche classique, la queue va être plutôt de couleur blanche roussâtre, tandis que chez l'autruche de Somalie, elle est blanche totalement immaculée. Donc c'est un des critères top pour reconnaître l'autruche de Somalie. Et l'autruche de Somalie va aussi avoir la couleur de la peau du cou et des pattes qui va être beaucoup plus bleutée. Ce qui fait qu'elle est aussi appelée Blue-necked Ostrich dans les pays anglophones, ce qui veut dire autruche à cou bleuté ou à cou bleu. Et en saison des amours, apparemment, le cou
va devenir bleu pétant. C'était mis bright blue sur les articles que j'ai pu consulter, mais j'ai pas trouvé de photos qui précisaient en tout cas si l'autruche était en saison des amours. Mais il va y avoir un switch de couleur et c'est une autruche qui est beaucoup plus colorée. Mais non content de se différencier au niveau de son apparence, l'autruche de Somalie va aussi avoir des mœurs qui vont être différentes de l'autruche entre guillemets classique. En fait, c'est une autruche qui va largement préférer les zones un peu plus buissonnantes, avec une végétation qui va être plus épaisse, que les zones qui sont fréquentées par l'espèce classique. Et tandis que l'autruche entre guillemets classique, donc l'autruche d'Afrique, va aller pâturer dans les zones ouvertes, bah, l'autruche de Somalie, elle, va rester dans ce coin, enfin dans son coin avec les buissons épais, la végétation, et brouter les buissons là où elle réside. Et en plus de ça, ce serait apparemment une autruche qui est assez peu sociable, moins sociable que l'autruche, en tout cas l'autruche d'Afrique, puisqu'elle serait apparemment plus solitaire et elle composerait des groupes avec moins d'individus. Mais j'ai pas trouvé énormément de sources là-dessus, donc je pourrais pas en dire plus malheureusement sur son comportement social. Donc au niveau de la répartition, c'est évidemment un oiseau qu'on va trouver en Somalie, dans la quasi-totalité de la Somalie, Incroyable. mais pas que. Eh oui, c'était une véritable surprise, j'imagine. Mais ce n'est pas le martin pêcheur d'Europe, tu vois. Martin pêcheur d'Europe qu'on trouve en Europe, mais pas que, tu vois. Oui, tout à fait. Et ben là, donc elle va être présente dans la quasi-totalité de la Somalie, et bien évidemment. Mais en fait, plus ou moins dans la totalité de la Corne de l'Afrique. Donc la Corne de l'Afrique, il va y avoir aussi le nord-est de l'Éthiopie, le sud de Djibouti et une bonne partie du Kenya, notamment. Et donc son aire de répartition va être plus petite que celle de l'autruche d'Afrique et va parfois se recouper avec elle. Mais elles vont se rencontrer assez rarement, d'une part à cause de leur écologie, qui est assez différente au final. Et en plus de ça, il semble que de toute façon, d'après certaines observations, leur reproduction serait assez peu fructueuse. Ah ouais. Alors je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. Est-ce que physiologiquement la reproduction ne fonctionne pas? Est-ce que les jeunes ne naissent pas? Il n'y a pas eu beaucoup Ce plus de serait précision étonnant quand là-dessus. même. Mais Ce serait étonnant. il y a certaines espèces qui sont totalement incompatibles, qui mécaniquement ne peuvent pas se reproduire, tandis que d'autres c'est les œufs qui vont pas arriver à terme, d'autres c'est les jeunes qui vont être stériles. L'hybridation c'est fou, toujours ça. compliqué. Ah oui, donc c'est une hybridation du coup. La reproduction entre l'autruche d'Afrique et l'autruche de Somalie ne fonctionne pas en fait. Ah oui, Mais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Moi, je pensais Mais, que c'était reproduction entre autruche de Somalie et autruche de Somalie, tu vois. Ça. Ah oui, d'accord. Ah non, C'est en là, ça là, que je me disais. Ça aurait été particulièrement étonnant. Très étrange. Donc, Mm-mm. c'est marrant ça. Y a rien qui explique le pourquoi. Mais du coup, les effectifs sont en danger. Justement, j'allais y venir. Tu m'offres une très bonne transition. Ah, mais avec grand plaisir et sur un plateau en plus. Ah, mais sur un véritable plateau d'argent. On va pouvoir parler un petit peu, pour conclure un petit peu cette fiche d'espèce entre guillemets, sur la conservation de l'autruche de Somalie. C'est une autruche qui est classée VU, donc vulnérable, sur la liste rouge de l'IUCN, alors que l'autruche d'Afrique est classée LC, préoccupation mineure. Least concern en anglais. Exactement, exactement, tout à fait. Et ça va être dû notamment à plusieurs facteurs, comme la chasse, le braconnage, la chasse déraisonnée, la fabrication de produits de médecine traditionnelle apparemment. J'ai pas trouvé à partir de quoi, mais potentiellement les plumes. Les plumes, ouais, je pense. Ouais. Et aussi la récupération d'œufs directement dans la nature, pour manger évidemment. Et apparemment ce serait en grande partie dû au fait que la Corne de l'Afrique c'est une zone à stabilité politique qui est assez bancale. Plus bancal que ça, tu meurs. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc c'est assez compliqué de mettre en place des programmes de sauvegarde pour l'espèce. Malgré évidemment les efforts de la communauté internationale, de l'IUCN là-dessus. Donc un avenir peut-être pas forcément très joyeux pour cette espèce, d'autant plus qu'elle était beaucoup plus commune il y a une centaine d'années. Et elle se raréfie d'année en année, donc
en espérant que de futurs projets de conservation portent leurs fruits. Bah ma foi, c'était encore 2 sujets hyper intéressants, mine de rien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi qui pensais qu'on allait faire encore une fois. moi qui pensais qu'on allait faire l'épisode le plus court de la saison, que dalle. On se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, pour un nouvel épisode, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, tout dépendra de ce que nous réalisons. En attendant, vous pouvez revoir évidemment les précédents épisodes sur YouTube, les réécouter également en podcast sur Spotify, Deezer, sur PodCloud, nous retrouver sur le Twitter du Courrier de la Sterne, et en parlant de retrouvailles, eh bien on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. Salut tout le monde.